Merci de nous recevoir chez vous sur Walf TV dans l'actualité de ce mardi 2 décembre 2014. Diourbel, les partisans de Karim Wade convoquent Dieu dans le combat qui oppose leur mentor au président Macky Sall. Ils pensent que le Tout-Puissant va bientôt trancher en faveur de Wade fils. Ndionik, l'insécurité règne en maître dans la localité. Une commune qui polarise 56 villages, dont 4 seulement bénéficient de l'électricité. Les populations crient au scandale. Vivre au pied d'un gisement de marbre et dans la pauvreté, c'est la contrariété quotidienne des populations de Bandafassi où les jeunes sont en quête permanente d'emploi, la localité dépourvue d'infrastructures. Dans la deuxième partie de cette édition, vous pouvez suivre la rubrique Actu Média avec Marguerite Rosalingaï et en fin d'édition, la revue de la presse avec Gorgui Sambandiaï. Bonjour et bienvenue. L'artiste Macky Sall dans ce combat qu'il qualifie d'un David contre Goliath. Ils espèrent que Dieu va bientôt arbitrer et donner son verdict en faveur de leur mentor. Ils étaient en rassemblement politique. Léopold Tamba. Le combat qui se joue sous nos yeux opposant de la République Macky Sall à l'ancien ministre du Ciel et de la Terre Karim Wade ressemble à tout point de vue à un combat entre David et Goliath. Khadim Gueye, responsable libéral à Diourbel, dixit. L'ancien ministre sous l'ère Abdoulaye Wade, sur un ton fataliste, estime cependant que le verdict de ce face-à-face appartiendra irrémédiablement au maître du monde. Que Dieu arbitre ce combat inégal entre le pouvoir tout-puissant actuel de Macky Sall, ancien fils, celui pour qui Abdoulaye Wade a tout fait. L'homme aux 5 gallons, chaque année 1 gallon qu'Abdoulaye Wade lui a accordé jusqu'à ce qu'aujourd'hui, atteignant le 6e étage, il quitte Abdoulaye Wade pour aller au 7e étage. Aujourd'hui, c'est lui qui a le pouvoir. Sur terre, au Sénégal, nous osons espérer que Ya Rahman, Ya Rahim arbitrera de manière la plus spectaculaire possible ce combat inégal entre David et Goliath. Khadim Gueye s'est prononcé à marge d'une journée de prière organisée par des Diourbellois inconditionnels de Karim Wade, une autre forme de lutte à dimension religieuse. Serigne Cheikhouna Mbacké nous dit pourquoi ils ont changé de fusil d'épaule. Quand on m'a mis au courant du projet de marche que les karimistes veulent entreprendre, je leur ai fait comprendre que vous pouviez faire face aux forces de l'ordre ou bien qu'on vous oppose un refus d'autorisation de marche. Donc le mieux serait d'invoquer Dieu, lui confier nos prières. Ceux-là qui roulent de manière obsessionnelle pour la libération de Karim Wade font savoir à qui veut l'entendre qu'ils ne viendront jamais quémander auprès du président de la République la libération de leur mentor, car des voix plus autorisées que les siennes ont entrepris des négociations pour buter sur un mur de refus. Touba, Walfatri Radio TV, Léopold Tamba. Léopold Tamba, merci. Le CELS authentique sur le pied de guerre à Podor. Les syndicalistes réclament, entre autres, la titularisation de tous les maîtres contractuels et celle des inspecteurs adjoints, ainsi que leur inscription au Mirador. Écoutons Baladaf, le secrétaire général du CELS authentique de Podor, avec Aboukan. Donc jusqu'à maintenant, nous attendons surtout la validation qui est encore en cours de route, qu'on attend depuis plusieurs rencontres. Le gouvernement n'a fait aucun effort, surtout plus particulièrement le ministre Serigne Mbaye Thiam, qui n'a manifesté aucune volonté pour régler ce problème définitivement. Les rappels des enseignants. Quand on parle de rappel, on met les indemnités de direction, rappel des enseignants nouvellement reclassés comme fonctionnaires. Il y a rappel aussi des avancements qui devraient être automatiques. Et jusqu'à maintenant, il y a des enseignants qui ont... Nous sommes sur le matricule, je pense bien, 677. Et jusqu'à maintenant, il y a des matricules 656 qui n'ont même pas encore reçu le rappel. Je pense que là, c'est un problème. Parlons aussi de la prise en charge des certificats de mariage, des nombres d'enfants, ainsi de suite. Avant, c'était automatique. Maintenant, des enseignants déposent pendant 4, 5 à 6 mois et jusqu'à maintenant en 20.
Nous demandons au gouvernement aussi de faire preuve de jurisprudence, surtout par rapport au Mirador. Parce qu'il y a des enseignants qui ne maîtrisent pas encore l'outil informatique, d'autres sont dans des coins très reculés. Donc on ne peut pas venir du jour au lendemain pour un département très vaste comme Podor. 10 jours ne peut pas suffire pour régler le problème de l'ensemble des enseignants. Surtout des enseignants qui ont toutes leurs informations très correctes, mais qui n'arrivent pas à s'inscrire sur le Mirador. Ndiognik, dans la région de Kaffrine, fait partie des communes mal loties. Seuls 4 des villages de la localité sont électrifiés. L'insécurité préoccupe également les populations qui sont souvent victimes de vols de nuit. Mamadou Makhtar Sarr nous dit un peu plus. Ndiognik, cette commune rurale située dans la région de Kaffrine et qui polarise 56 villages, est confrontée à un manque criant d'infrastructures de base. Seules 4 localités sont électrifiées. Les structures sanitaires et éducatives sont inexistantes. À cela s'ajoute une insécurité grandissante. Ndiognik dispose des postes de santé, mais ces postes-là souffrent d'un manque de personnel. Nous avons aussi parfois des ruptures de médicaments, et ce qui est rare. Vu la fréquentation de ces postes, vraiment on souffre des ruptures de médicaments. En ce qui concerne aussi les évacuations, Ndiognik est composé de 56 villages. Ces 56 villages-là fréquentent des postes différents. Et la quasi de ces postes sont tellement enclavés à cause de l'état des routes qui sont impraticables. En ce qui concerne aussi l'électrification, il n'y a que 4 villages seulement qui sont électrifiés. Donc ça veut dire que sur 56, il reste 52 villages à électrifier. Et ces villages-là sont tellement importants parce que ce sont de gros villages. Nous souhaitons que l'État vraiment vienne de ce côté aussi. Bon, pour ce qui concerne la sécurité, il y a le vol de bétail qui est fréquent dans la zone. Les gens ne dorment pas suffisamment. Nous souhaitons que l'État nous vienne en aide. Déjà, il y a un comité qui est nouvellement installé, ce comité de lutte contre les vols de bétail. Mais aussi, il faudra qu'on les accompagne avec des mesures. À 21 écoles, la majeure partie est provisoire. Mais ces cours-là sont dispensés sous des abris provisoires. Et que, avec l'appui de l'État ou bien d'autres partenaires, on peut tenir en compte que la situation sera décantée. C'est ça que nous souhaitons. Ces populations de Ndiognik lancent un appel à l'endroit des autorités pour qu'une solution soit apportée à leurs doléances. Kaoul, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, merci. Après Ndiognik, direction Bandafassi, où le constat dépasse le paradoxe. Les jeunes de cette commune rurale qui vivent au pied du plus grand gisement de marbre sont en quête permanente d'emploi. La localité est aussi dépourvue d'infrastructures de base. Soli Bourama Dabo nous en édifie. Situé à une quinzaine de kilomètres de la commune de Kédougou, Bandafassi, chef-lieu d'arrondissement et commune rurale, est malade. Je dirais même gravement malade. À Bandafassi, il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas d'eau. En Bandafassi, où il y a à peu près 1000 habitants, on n'arrive pas à avoir de l'eau. Il n'y a pas d'électricité permanente. À Bandafassi, nous avons des potentialités. Pour les femmes, elles sont surtout fatiguées. Elles produisent des qualités, des pains de change, mais malheureusement, elles n'ont pas de moyens de transformation. La jeunesse en manque d'emploi. Il n'y a pas de foyer des jeunes, il n'y a pas de chambre d'outils de métier pour la jeunesse. Il y a un bâtiment qu'on a commencé à construire depuis plus de 10 ans. On dit que c'est un foyer de la jeunesse. Et jusqu'à présent, le bâtiment est en chantier. Tout est aux arrêts. Face à cette situation inédite, des jeunes exigent l'exploitation des jugements de marbre de Ibel et de Bandafassi. Nous demandons au chef de l'État, au président Macky Sall et à son gouvernement de tout faire pour que le marbre d'Ibel et de Bandafassi soit exploité avec des créations d'emplois au niveau de la jeunesse. Mais aussi qu'ils viennent au secours de Bandafassi parce qu'à Bandafassi, il n'y a pas d'eau. Nous voulons un stade municipal que nous lançons à l'État du Sénégal parce que là, nous jouons à l'air libre où il y a les vaches par-ci, par-là. Quand on joue, on est aux entraînements, donc il y a les vaches qui traversent le terrain. Donc nous voulons un terrain municipal clôturé avec une tribune bien évidemment. À en croire les représentants de la jeunesse, l'exploitation de ces chaînes de montagne pourrait non seulement fixer des jeunes, mais aussi et surtout permettre aux populations d'éviter de nombreuses catastrophes qui menacent le département
de Saraya. Kédougou Solibra Madabo pour la radio-télévision Walfadjri. Soliboura Madabo, merci. Partons à Thiès pour parler de la tenue du 15e sommet de la francophonie. La ville n'a pas été en reste des jeunes et femmes. En ont profité pour parler de leurs préoccupations et interpellent les autorités. C'est une correspondance signée Ramatoulaye Sarr. À l'instar de la capitale dakaroise qui a abrité durant 2 jours le 15e sommet de la francophonie, la ville de Thiès n'a pas été en reste. Des responsables de la place ont organisé à leur manière un mini-sommet et d'autres des panels pour discuter d'un côté de l'importance du thème de cette année axé sur femmes et jeunes en francophonie, vecteur de paix et développement. Dans ce sommet économique, ça nous permet d'accéder à un marché beaucoup plus important qui est le marché de la francophonie. C'est un marché de 600 millions d'individus qui, avant, nous n'avions pas accès à ce marché. Et nous espérons qu'avec ce sommet, on pourra accéder à ce grand marché de la francophonie. Mais également, non seulement accéder au marché de la francophonie, mais également faciliter la formation par le transfert de technologies pour que nos femmes et nos jeunes puissent être formés. Il y a également le problème, n'est-ce pas, de l'accès au crédit bancaire significatif. On a tendance à cantonner les femmes dans la microfinance. Donc il leur faut des crédits significatifs structurés. Pour les organisateurs du mini-sommet de la francophonie qui s'est tenu à la place Agora de Thiès, il s'agissait de mettre en exergue les propositions des jeunes et leurs préoccupations. Les jeunes proposent beaucoup de choses. Les cas présents, par exemple, à Thiès, les jeunes avaient travaillé sur l'insalubrité à Thiès et sur tous les marchés de poissons. Ils ont travaillé avec la mairie, ils ont été faire des enquêtes, tout ça. Et la proposition était d'étudier avec la commune quelle action les jeunes pourraient faire pour sensibiliser la population à dégager le marché des poissons. Des manifestations riches en sons et couleurs ont marqué la tenue de ces panels et mini-sommets de la francophonie où le public thiessois dit en avoir tiré beaucoup d'enseignements. Ramatoulaye Sarr, Thiès, Radio-Télévision Walfadjri. Ramatoulaye Sarr, merci à Mbane. Dans le département de Dagana, les populations tendent la main à l'État et aux opérateurs privés en vue d'exploiter à bon escient les terres de la localité. Toutefois, elles entendent s'entourer de toutes les garanties pour que les vives tensions foncières notées sur place ne se reproduisent plus. Gabriel Barbier nous livre les détails. Mbane, qui ressent aujourd'hui encore les stigmates du long imbroglio foncier qui l'a caractérisé ces dernières années, souhaite désormais être soutenu pour sortir de l'ornière. Aujourd'hui, on peut dire que la commune de Mbane est presque la commune la plus riche au Sénégal du fait de la diversité de ses terres et aussi l'eau qui coule à flot et le soleil. Et donc, mais aujourd'hui, le problème des populations, c'est que les populations ils ont les terres, mais ils n'ont pas les matériaux, les outils et la richesse nécessaire pour exploiter ces terres. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, toute la communauté de Mbane qui est aujourd'hui là pour solliciter et appeler aujourd'hui l'ensemble des bailleurs de fonds, les partenaires économiques et l'État aujourd'hui à investir dans la commune de Mbane, qui est une commune bien sûr riche par de ses terres, de l'eau et du soleil qui est là aujourd'hui. Cependant, là d'être roulé dans la farine par des marchands d'illusions, les habitants de cette partie du Waalo ont pris l'option d'être plus regardants avant d'ouvrir leurs portes aux partenaires en quête de terres fertiles. Actuellement, ce que les conseillers demandent, c'est que tous les bailleurs de fonds qui doivent venir à Mbane doivent toujours se concerter avec la population. Bon, parce que actuellement, nous ne voulons pas que l'histoire se répète. Nous demandons toujours que des protocoles d'accord, nous demandons les bailleurs de les respecter. Fortement marqué ces dernières années par une vive tension foncière qui a plombé son essor socio-économique, Mbane, tel un sphinx, essaie ainsi de renaître de ses cendres. Pathé Badjo, Gabriel Barbier, Radio-Télévision Walfadjri.
Gabriel Barbier, merci à Yen. Les jeunes dénoncent l'accaparement de leur espace vert par un groupement de pêche du village, décrété par le gouvernement du Sénégal comme espace vert depuis 1981. Les jeunes de la localité qui font noter que ce lieu est souvent objet d'agression interpellent les autorités étatiques. Babacar Seck, leur porte-parole, est avec Najib Sagna. Nous sommes aujourd'hui présents sur ce site qui fait l'objet de beaucoup de supputations ou bien d'agressions venant de personnes du village qui se sont regroupées dans un groupement de pêche, qui est un site qui a été décrété espace vert depuis 1981 par les eaux et forêts, la domaine et le cadastre national. Donc décrété par le gouvernement du Sénégal. Ce qui nous surprend, nous, en tant qu'habitants, c'est que ces arbres-là, sur le circulaire qui nous a été servi en 1981, et on a expliqué que nous, on avait l'obligation, en tant que riverains de ce site, d'arroser les arbres et de nous occuper de ces arbres. Pendant 33 ans, on s'est occupé de ces arbres-là. Un beau jour, les personnes sont venues couper les arbres, soi-disant qu'ils veulent faire ici La gendarmerie est venue les arrêter, leur demander d'arrêter le travail. Ils ont arrêté le bagage, ils ont bouclé leurs affaires et ils sont partis. Malheureusement, 2 semaines après, ils sont revenus. Avant-hier, on est venu, on a vu qu'ils étaient en train d'occuper les lieux. Ils ont commencé à creuser. Nous, tous les jeunes ici présents, on est sortis et on a rempli tous les trous qu'ils avaient creusés ici. Les conducteurs de mototaxi de Vélingara indésirables en territoire gambien à cause d'Ebola. Décision mal accueillie par ces conducteurs qui accusent les chauffeurs de la gare routière de Bassé d'être à l'origine de cette mesure. Accusation balayée d'un revers de main par ces derniers qui parlent même d'une décision émanant d'un pays souverain. C'est la correspondance de Cheikh Dieng. Les conducteurs de mototaxi de Vélingara sont déclarés persona non grata en Gambie. Ils ont reçu la notification des autorités frontalières du pays de Yaya Jammeh qui craignent que ces derniers n'introduisent clandestinement dans leur pays des Guinéens porteurs du virus Ebola. Derrière cette mesure, le président des conducteurs de mototaxi, Mamadou Ly, y voit la main des chauffeurs et transporteurs du garage de Bassé qui ont trouvé à travers cette épidémie qui fait des ravages en Afrique de l'Ouest un moyen de les combattre. Parce que les chauffeurs qui ont quitté ici, on a dit, si vous n'interdisez pas les taximans d'aller en Gambie, ils risquent d'amener Ebola ici, partout dans le monde. C'est les taximans qui transportent le virus et tout. Bon, c'est ça quoi. Les chauffeurs sont assistés à une réunion pour dire que il faut que les taximans cessent d'aller en Gambie. Si les taximans prennent des clients pour l'amener en Gambie, on va essayer de saboter l'autre boulot. Il ne faut pas avoir des clients. Une accusation rejetée d'un revers de main par le président de la gare routière de Bassé, Ibrahima Sori Baldé, affirme qu'ils n'ont jamais influencé et ne peuvent influencer les policiers et autorités gambiennes pour prendre cette décision. Ils nous ont expliqué pour les problèmes des taxis-motos, soit disant que vraiment, à l'heure actuelle là, il y a le problème de l'Ebola qui se présentement qui existe à l'heure actuelle. Maintenant, ils veulent prendre les dispositions pour pouvoir gérer la ville de Bassé. Maintenant, ils nous ont dit que vraiment, ils ont vraiment sanctionné les taxis-motos pour pouvoir faire entrer là-bas les Guinéens. Souvent qu'ils passent dans tous les coins à la frontière, non pas à la route normale. Maintenant, c'est ce qu'ils m'ont dit vraiment quand je viens ici, je vais présenter le représentant des taxis-motos. Il faut dire que selon les conducteurs de mototaxi de Vélingara, cette mesure d'interdiction représente un véritable manque à gagner pour eux. C'est pourquoi ils ont rencontré les autorités locales et administratives du Sénégal pour aider à lever cette mesure. Mais local, cette décision est une question de souveraineté qu'on ne peut discuter. À Vélingara, Cheikh Dieng pour la radio-télévision Walfadjri. Cheikh Dieng, merci. Nous allons à présent passer à l'actualité internationale.
Détenu depuis 2011 dans le nord de la Côte d'Ivoire, Simone Bagbo a quitté hier sa résidence surveillée pour Abidjan. Annoncé pour le 22 octobre, le procès de l'ex-première dame et de 82 dignitaires de l'ancien régime accusés par la justice ivoirienne d'atteinte à la sûreté de l'État liée à la crise post-électorale meurtrière de 2010-2011 avait été reporté. La Cour pénale internationale CPI accuse aussi l'ancienne première dame ivoirienne de crimes contre l'humanité commis durant la période post-électorale. Mais le pouvoir ivoirien refuse de la transférer vers la Haye, estimant être en mesure de lui organiser un procès équitable en Côte d'Ivoire. Son mari, Laurent Gbagbo, est quant à lui emprisonné depuis plus de 3 ans à la Haye en attente de son procès pour crime contre l'humanité qui doit s'ouvrir en juillet 2015 devant la CPI. La crise provoquée par la propagation du virus Ebola va faire plonger en récession la Sierra Leone et la Guinée en 2015, deux pays qui étaient promis à une solide croissance économique avant le déclenchement de l'épidémie, a annoncé la Banque mondiale ce mardi. Principale victime économique, la Sierra Leone devrait voir son produit intérieur brut se replier de 2,0%, tandis que la contraction devrait être plus tenue en Guinée avec un repli de moins 0,2% selon les prévisions de l'institution. L'armée libanaise a interpellé l'une des femmes du chef du groupe djihadiste État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, ainsi que l'un de ses fils à un poste frontière avec la Syrie. Déclaration faite ce mardi par des responsables de la sécurité libanaise. Le nom et la nationalité de cette femme n'ont pas été précisés. Le journal libanais As Safir rapporte quant à lui que l'armée l'a arrêté en coordination avec des services de renseignement étrangers. Merci à Aram Ndiaye pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale. Place maintenant à Marguerite Rosalie Ndiaye pour la rubrique Actu Média. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique Actu Média de ce mardi 2 décembre 2014. Actualité oblige, nous sommes ici au Centre international de conférence Abdou Diouf de Dakar du 15e sommet de la francophonie et nous nous intéressons à la couverture médiatique. Comment les journalistes ont assuré cette couverture de ce 15e sommet de la francophonie. La couverture médiatique du 15e sommet de la francophonie n'a pas été chose facile pour les journalistes. La presse locale relève plusieurs manquements dans la prise en charge des journalistes. C'est le bazar total. On est là, on ne sait même pas où est-ce qu'on peut prendre place afin de faire nos directs. Surtout que tout le monde nous attend à la radio pour faire des directs. On n'a même pas un écran pour savoir ce qui se passe actuellement. En tout cas, ce n'est pas à cela dont nous nous attendions. On aimerait avoir un espace à nous pour pouvoir vraiment couvrir, donner l'information aux populations comme il faut. Franchement, on ne s'attendait pas à ça. On constate aussi que la salle est quand même trop exiguë pour tous les journalistes qui sont accrédités pour couvrir le sommet de la francophonie. Du côté de la presse étrangère, le constat reste le même. Ces journalistes venus des différents pays francophones listent leurs difficultés. Il n'y a pas suffisamment de place pour que les journalistes puissent travailler. La preuve, vous voyez par terre un peu ce qui se passe. Mais sinon, nous, au début, on a eu quelques difficultés parce qu'on diffuse en direct sur Internet. Au début, on a eu quelques difficultés pour le flux. On a eu quand même beaucoup de soucis avec la photo de famille ce matin. Et c'était une organisation. Pour la photo de famille, c'était dramatique, parce que voilà, ils nous ont amené, ils nous ont bloqués, ils nous ont amené de. Tout le monde est parti un peu sur les côtés, les gens ont suivi, et puis c'était un peu du grand n'importe quoi, parce que vous n'aviez pas de podium en face, donc il n'y avait pas de rang possible. Les gens étaient les uns sur les autres et puis voilà, c'est pas comme ça que ça s'organise. Une photo de famille, en général, vous faites un tirage au sort, ou vous mettez un podium de 2-3 étages pour que tout le monde puisse travailler facilement. Vous aviez les caméras derrière qui étaient gênées par les photographes devant. Donc voilà,
Ça, c'était du grand n'importe quoi. Pour certaines personnes, ils ont du mal à avoir le Wi-Fi, ça ne connecte pas bien sur les portables. Il y a quand même quelques petites difficultés. C'est comme c'est la première fois qu'on utilise ce centre, c'est peut-être normal, mais j'espère que dans l'avenir, ça va certainement s'améliorer. Il fait un peu chaud à l'intérieur. C'est vrai que quand vous avez besoin d'eau ou de boissons ou de sandwich ou n'importe quoi, vous devez sortir. Il n'y a pas, disons, un petit espace à l'intérieur de la salle de presse où vous pouvez acheter ou consommer. Et quand vous êtes en train de travailler vos images, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de faire une file. Pour l'instant, il y a une file d'au moins une demi-heure d'attente, donc c'est difficile. Toutefois, certains d'entre eux soutiennent ne pas avoir de problème majeur. C'est le cas de Ousmane Omar Mikey, journaliste djiboutien. Le sommet de la francophonie a été abrité par un centre très moderne qui répond à tous les standards du monde. Et j'ai pu réaliser dans les temps, dans les meilleurs temps, le transfert des dépêches que je voulais envoyer à mon pays. Et c'est à partir de la salle de presse ici que j'ai pu envoyer tous les papiers qui concernent la couverture que nous avons faite dans le cadre de la participation de notre Premier ministre au Forum de la francophonie. Du côté des organisateurs, l'on explique ces manquements par le nombre excessif de journalistes accrédités. Abdoul Ning est membre de la commission communication du 15e sommet de la francophonie. Vous savez, on a accrédité aux environs de 900 et quelques journalistes. Et vous savez, 900 journalistes, et vous savez les journalistes comment ils sont, hein, ils ne restent pas sur place. Alors, il y a quelques problèmes, mais je crois que normalement, parce que c'est unique, en fait, c'est les journaux de presse écrite en général qui s'assoient. Parce que pour ce qui est de l'audiovisuel, il est prévu donc un service qui distribue gratuitement et le son et l'image. Et bon, si vous êtes journaliste de télévision aussi, peut-être vous pourrez vous asseoir quelques minutes pour faire votre plan de reportage et tout ça. C'est ça qui fait que... Mais en principe, il n'y a pas de problème. En tout cas, les journalistes, ils ont l'habitude de se tenir debout pendant des heures quand ils vont dans les grandes manifestations. Donc ça, c'est normal dans une salle de presse comme ça, où on a environ près de 900 journalistes qui sont là. Bon, il y en a qui sortent, qui viennent, qui s'asseyent, qui sortent, qui viennent. Donc, il n'y a pas de problème. On essaie de gérer. C'en est tout pour votre rubrique Actu Média. Merci à toute l'équipe qui m'avait accompagné. Merci également à vous. Rendez-vous mardi prochain pour un autre numéro. Marguerite Rosalingaï, merci, à mardi prochain, Inch'Allah. Et nous allons passer à la dernière ligne droite de ce journal avec la revue de la presse qui porte la signature de Gorgui Sambagnaï. Bonjour. Après le sommet de la francophonie qui a pris fin ce dimanche, retour à la situation politique nationale caractérisée par des tensions entre le pouvoir et l'opposition. En effet, rappelle Walfadjri, il ne reste plus qu'un jour au président Macky Sall pour répondre aux interpellations de son prédécesseur à la tête du Sénégal. L'ultimatum de 72 heures a compté la fin du sommet de la francophonie que le pape du SOPI avait donné au président Sall expire demain, mercredi, précise le journal. Va-t-il mettre ses menaces à exécution et déclencher l'opération Bouté Macky hors du pouvoir, s'interroge le canard du front de terre. En tout cas, avertit mon sa détermination, Wade a réitéré ses menaces lors d'une conférence de presse à son domicile la semaine dernière. Macky Sall a voulu me détruire, moi et ma famille. Moi aussi, je le détruirai, avait prévenu le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, Guerre Wade Macky, qui, pour désamorcer la bombe, cherche à savoir la tribune. Une préoccupation d'autant plus urgente qu'aujourd'hui, retient Birima, les deux hommes ont atteint un point de non-retour et regrette le biétiste de la tribune. Il n'y a pas l'ombre d'un médiateur pour décrisper la situation. Donc, avertit-il, le combat sera sans fin. Fin des relations tendues entre le Sénégal et la Guinée, nous signale le quotidien. Selon le journal, une audience entre Macky Sall et Alpha Condé a permis de lever les malentendus et autres incompréhensions qui, ces derniers temps, affectaient les relations entre les deux pays. Mieux, ajoute le quotidien, Macky Sall va envoyer une mission en Guinée la semaine prochaine. Son objectif, renseigner
renseigne la publication, observer la frontière terrestre avec la Guinée pour certainement voir l'évolution du dispositif sanitaire de riposte au virus à fièvre hémorragique Ebola. Qu'en est-il alors de l'avenir de l'OIF, de l'avis du président de la République émis au Forum économique de la francophonie rapporté par le quotidien Le Soleil? L'avenir de la francophonie se jouera aussi sur le terrain de l'économie. En plus, poursuit l'astre de Anne, Macky Sall a appelé les entreprises du Nord à accepter la concurrence chinoise en Afrique. L'Occident doit accepter la concurrence, dixit le chef de l'État à la une de l'Observateur. Macky se rebelle contre l'Occident et milite en faveur de la diversification des partenaires du Sénégal, constate Walfadjri. Pourtant, révèle l'As quotidien, le président français, à l'occasion du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, a imposé des véhicules de son pays au Sénégal. Hollande, explique le tabloïd, a voulu prêter au Sénégal 400 véhicules de marque Peugeot. Ayant craché sur cette offre, avertit mon confrère, le Sénégal a été obligé toutefois de passer sa commande de 200 véhicules chez Peugeot. Voilà, indique l'As, comment François Hollande a imposé son dictat. Macky Sall va-t-il imposer son dictat à ses lieutenants? En effet, signale Sud Quotidien, son parti se déchire à cause des convoitises du poste de président de l'Association des maires du Sénégal. Sur la liste, énumère le journal, il y a Aliou Sall, frère du président Macky Sall, Mor Ngom, maire de Ndangalman, et Abdoulaye Diouf Sarr, l'édile de Yoff. Cependant, souligne Sud Quotidien, Mor Ngom a tenu à affirmer sa position favorite, car, renseigne-t-il, il a obtenu l'onction de leur chef Macky Sall. Macky Sall, qui informe le populaire, sera à Touba ce jeudi. Il sera accueilli chaleureusement, assure la publication. En effet, nous renseignons, le khalife général des Mourides, Serigne Sidi Makhtar Mbacké, a rendu public hier un communiqué pour demander aux talibés de se mobiliser. La famille Seck, nous dit Direct Info. Pourquoi? Parce que, explique le journal, un membre de la famille nommé Ndiaga Seck, inspecteur des impôts et domaines, est décédé à Nabil Choker. Un drame intervenu après que des corticoïdes lui ont été administrés. La famille de Ndiaga a donc décidé de porter plainte contre l'établissement, renseigne Direct Info. La famille Dia, de son côté, pleure la perte d'un membre, Demba Dia, décédé en fin de semaine à Paris. L'Observateur rapporte des témoignages posthumes sur le défunt. Selon le journal, Demba Dia a confié qu'il aurait aimé rester pour donner plus d'amour à ses enfants, pour qui il n'a pas été souvent présent. En tout cas, il était un père aimant qui a consenti d'énormes sacrifices pour le bonheur de ses enfants, retient Khadija Sy, son ex-épouse. 2 jours avant sa mort, mon père m'a dit qu'il avait beaucoup de choses à me confier, ajoute Néné Galedja, la fille aînée de Demba Dia. Bonne lecture. Un grand merci à vous, Gorgui Samba Ndiaye. Ainsi prend fin cette édition. Un grand merci à Adjaratou Penda Diallo Gueye et à Aïssatou Diagne d'avoir assuré la technique de ce journal réalisé par Ousmane Sen. Côté esthétique, merci à Abindour. Ndekoumba Diop va me relayer à partir de 14h pour le journal en Wolof. Passez d'agréables moments en compagnie des programmes de Walf TV. Votre fidélité, notre fierté. émission Keppaar gi ci talaata bi fas yéene waxtaanee ci mbirum internet ñoom mbéy muy jural askan wi ci mag yi ndaw yi